Afrique des légendes, je vous salue. Salut à vous tous, sympathisants, amis, fidèles auditeurs de votre programme préféré, Africa Gold Legend. Jamna, Mbote, Kunjani, Ndumela, Gochacho, Bembekiri, Nangadef, Onishuguma, Jambo, Mahakie. Je vous salue, Afrique des légendes. Alors, vous écoutez en fond sonore Jeanne Bikaba sous le titre Quitter dans ça. Nous ne cesserons de rappeler le but ultime de cette émission, qui est comme ceci de célébrer, de revisiter, de ressusciter le patrimoine pluridimensionnel africain, patrimoine politique, économique, artistique, musical, et j'en passe. Il s'agit bien sûr de l'Afrique africaine et aussi de l'Afrique outre-mer. Entendons par là l'Afrique européenne, l'Afrique asiatique, l'Afrique américaine, l'Afrique océanienne et l'Afrique des îles, bien sûr. Vous écoutez toujours la reine Jeanne Bikaba, paix à son âme, sous le titre Quitter dans ça. All the way from Burkina Faso, la patrie des hommes intègres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un très grand homme d'État du Burkina Faso, pays jadis appelé Haute-Volta. Cet homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire, communiste, écologiste, féministe, panafricaniste et tiers-mondiste du Burkina Faso. Celui-là qui est sans doute l'homme d'État le plus célèbre du Burkina Faso. Cet homme, ce panafricaniste à qui on doit la fameuse maxime « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Cet homme qui est très souvent surnommé le Che Guevara africain. Il s'agit bel et bien du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Alors, en guise d'introduction à ce programme, nous allons comme ceci donner une brève présentation du Burkina Faso. Anciennement appelé Haute-Volta, le Burkina Faso se situe en Afrique de l'Ouest. C'est un pays sans littoral qui est frontalier avec le Mali au nord, la Côte d'Ivoire au sud-ouest, le Ghana, le Togo et le Bénin au sud, et enfin le Niger à l'est.
Sa capitale est bel et bien Ouagadougou, qui se trouve au centre du pays. La population du Burkina Faso est estimée à environ 21 millions d'habitants pour une superficie de 274 200 km². Son drapeau, c'est le rouge-vert frappé d'une étoile dorée jaune entre les deux bandes. Nous ne saurons débuter cette émission sans rendre un vibrant hommage à l'actuel président du Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour le travail panafricaniste qu'il abat au Faso, notamment en diversifiant les partenaires traditionnels du Faso pour se tourner vers un monde multipolaire où la collaboration serait plus fluide avec d'autres pays tels que la Russie, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord. Chapeau à vous, mon capitaine. Alors, ce programme est aussi le lieu pour vous de savourer et d'écouter les délices musicaux africains qui ont bien sûr inspiré d'autres types de musique de par le monde. Vous écoutez en fond sonore Nahawa Doumbia qui chante Thomas Sankara. Alors, pour ce qui est du plan de cette émission, nous allons dans un premier temps parler de l'enfance, de la jeunesse de Sankara. Ensuite, nous allons parler de sa vie politique, notamment en tant que président du Faso jusqu'à son décès ou alors son assassinat en 1987. Et en guise de conclusion, nous allons parler du patrimoine, de l'héritage qui nous a laissé et qui est palpable jusqu'à nos jours. La basuta la ke tazarwa album na mana bong na tawa anayale beblada ke beblada ke mami lamba yiru Né un 21 décembre 1949 à Yako, Haute-Volta, Thomas Isidore Noël Sankara était le fils d'un père Paul au nom de Joseph Sankara et d'une mère Mossi au nom de Marguerite Kinda. Il grandit entre les valeurs militaires et de religion chrétienne. Il fait ses études secondaires d'abord au lycée Ouazin Koulibaly de Bobo Dioulasso, deuxième ville et capitale économique du pays, puis de la seconde au baccalauréat à Ouagadougou, au Prytanée militaire de Kadiogo.
Durant ses études, il côtoie les fils de colons. Il sert la messe à l'église catholique, mais refuse d'entrer au séminaire. Il suit, tout comme un certain Blaise Compaoré, une formation d'officier à l'école militaire inter-armes EMIA de Yaoundé au Cameroun, puis à l'académie militaire d'Antirabé à Madagascar, où il étudie les sciences politiques, l'économie politique, le français et les sciences agricoles. Il devient en 1976 commandant du CNEC, Centre national d'entraînement commando situé à Pau, dans la province du Naouri, à 150 km au sud de la capitale. La même année, ils prennent part à un stage d'aguerrissement au Maroc. Ensemble, ils fondent le regroupement des officiers communistes ROC, dont les autres membres les plus connus sont Henri Zongo, Boukari Kaboré, Blaise Compaoré et Jean-Baptiste Boukari Lingani. Alors, durant ses études à Madagascar, Thomas Sankara assiste en 1972 à la révolution qui conduit à la fin du régime de Philibert Tsiranana à Madagascar. Cela l'amène à concevoir l'idée d'une révolution démocratique et populaire. De retour en Haute-Volta en 1973 avec le grade de sous-lieutenant, il est affecté à la formation des jeunes recrues. Il se fait remarquer par sa conception de la formation militaire dans laquelle il inclut un enseignement sur les droits et les devoirs du citoyen, insistant sur la formation politique des soldats. Il affirma que sans formation politique patriote, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Fin de citation. En 1974, il s'illustre militairement lors de la guerre avec le Mali, ce qui lui donne une renommée nationale. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, la Haute-Volta connaît une alternance de périodes autoritaires et de démocratie parlementaire. Un coup d'État militaire a eu lieu en novembre 1980, mais le nouveau régime, bien que populaire, se montre rapidement répressif et lie l'armée de scandale. Thomas Sankara ne participe pas au coup d'État, mais ne s'y oppose pas non plus. Populaire, il est nommé en septembre 1981 comme secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement du colonel Saye Serbo, avant de démissionner en réaction à la suppression du droit de grève, déclarant le 21 avril 1982 en direct à la télévision: « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Fin de citation. Il est alors dégradé et chassé de la capitale. Le 7 novembre 1982, un nouveau coup d'État porte au pouvoir le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo. Plus tard, ce dernier affirmait que le coup d'État avait été préparé au seul profit de Thomas Sankara
mais que ce dernier avait décliné l'offre au dernier moment. On l'avait donc choisi contre son gré parce qu'il était l'officier le plus ancien dans le grade de commandant. Sankara devient Premier ministre en janvier 1983 d'un Conseil de salut du peuple, CSP, position acquise grâce au rapport de force favorable au camp progressiste au sein de l'armée. L'homme de la Libye, peut-être que la Libye a des hommes. En tout cas, il n'y en a pas ici. En tout cas, ce n'est pas moi. Je suis au contraire un voltaïque qui connaît ses réalités, la misère de son peuple, et qui voit aussi comment ailleurs d'autres ont eu le courage de prendre les responsabilités. Nous n'avons pas honte de dire que nous traitons avec Kadhafi, nous n'avons pas honte de dire qu'à certains moments, il nous a aidés à notre demande, et quand certaines de ces aides ne nous convenaient pas, nous le lui avons dit. Mais de là à dire que nous sommes influencés par Kadhafi, c'est absolument faux. Absolument faux parce que nous ne faisons pas ici ce que fait la Libye. D'abord, Lord Volta n'est pas la Libye. Ensuite, moi, je ne suis pas Kadhafi. Les voltaïques ne sont pas libyens. Cela est très important. Nos positions n'ont pas toujours plu. Mais nous voilà nous connaissons un dilemme. Soit taire nos positions que nous considérons comme vraies, donc taire la vérité. La vérité, c'est ce que chacun de nous a sa vérité, bien sûr. Nous n'avons pas la vérité absolue. Donc, consciemment mentir pour bénéficier des grâces de ceux qui peuvent nous aider ou de nos partenaires qui sont délicats et puissants. Ou alors, leur dire la vérité dans la conviction, dans l'intime conviction que nous rendons service à notre peuple et à tout autre peuple. Aux Nations Unies, nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous recevons aujourd'hui des pressions multiples, multiformes pour orienter nos votes, pour orienter nos prises de position aux Nations Unies. Pouvons-nous nous taire lorsque l'on agresse un pays parce qu'il est petit? Pouvons-nous nous taire lorsque l'on envahit un autre pays? Nous estimons que si nous sommes aux Nations Unies et au Conseil de sécurité, et si nous n'y sommes pas simplement pour compléter les effectifs et pour la foire, nous devons avoir le courage de dire au nom des peuples qui nous ont fait confiance, car il s'agit de vote, et la Haute-Volta a eu plus de 104 pays qui l'ont élu, nous devons représenter leurs intérêts. Et en particulier, ces pays non alignés qui ont massivement voté pour la Haute-Volta, nous devons quotidiennement, constamment, courageusement défendre les intérêts des non alignés d'une manière particulière, mais d'une manière générale de tous les peuples qui s'indignent. Si nous ne voulons pas que le Conseil de sécurité des Nations Unies et les Nations Unies en général deviennent une caisse de résonance manipulée par quelques tambourinaires puissants, il nous faut, nous, membres, y exercer tout notre droit, même s'il est limité du fait que quelques-uns ont un veto qui est omniprésent. Nous avons donc des pressions. Mais malgré tout, une grande puissance comme la France, comme les États-Unis ou comme l'Union soviétique, s'ils décident de retirer une partie de l'aide qu'ils vous apportent actuellement, peut vous mettre dans de graves difficultés intérieures. Mais c'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. L'impérialisme, aujourd'hui, c'est qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter
de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Nous l'avons choisi. Ils n'ont pas hésité à dire à d'autres pays, par exemple l'Union soviétique, que nous refusions une aide de l'Union soviétique qui n'était pas, de notre point de vue, à la hauteur de notre attente. Nous nous sommes expliqués et je pense que nous nous sommes compris. Mercredi, Il se prononce ouvertement pour la rupture du rapport néocolonial qui lie la Haute-Volta à la France en déclarant ceci. Lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'impérialisme qui nous regarde est inquiet. Il tremble. L'impérialisme se demande comment il pourra rompre le lien qui existe entre le CSP et le peuple. L'impérialisme tremble. Il tremble parce qu'ici à Ouagadougou, nous allons l'enterrer. Fin de citation. Il poursuit sur cette ligne en invitant en avril le dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Le 17 mai, il est limogé et mis en résidence surveillée, probablement sous la pression de la France. Alors, des manifestations populaires soutenues par les partis de gauche et les syndicats contraignent le pouvoir à libérer Sankara. C'est ainsi que le 4 août 1983, la garnison insurgée de Pau arrive à Ouagadougou accompagnée d'une foule en liesse. Le nouveau coup d'État est consommé et consacre la victoire de l'aile progressiste de l'armée menée par le capitaine Thomas Isidore Sankara, qui est placé à la présidence du Conseil national révolutionnaire CNR. Il constitue un gouvernement en alliance avec le Parti panafricain de l'indépendance et l'Union des luttes communistes reconstruites ULCR. Il s'entoure des cadres compétents, défend la transformation de l'administration, la redistribution des richesses, la libération des femmes, la responsabilité de la jeunesse, la décentralisation, la lutte contre la corruption, etc. Le 14 août 1984, la République de Haute-Volta est renommée Burkina Faso par le capitaine Isidore Noël Thomas Sankara. Sur le plan économique, les dépenses de fonctionnement diminuent drastiquement pour renforcer l'investissement. Les salaires sont réduits de 5 à 12%, mais les loyers sont déclarés gratuits pendant un an. Les Renault 25, voitures de haut de gamme, des ministres sont remplacés par des Renault 5. Le nouveau régime a développé une économie ne dépendant presque plus de l'aide extérieure. Les importations de fruits et légumes sont interdites afin d'inciter les commerçants à se fournir dans les zones de production situées dans le sud-ouest du pays. En 1986, le Burkina Faso atteint son objectif de 2 repas et 2 litres d'eau par jour et par personne. Le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation pour les Nations Unies déclare ceci au sujet de Sankara. Il a vaincu la faim. Il a fait que le Burkina en 4 ans soit devenu alimentairement autosuffisant. Fin de citation. Les fonctionnaires sont incités à porter l'habit traditionnel Faso Dan Fani,
ce qui conduit de nombreuses femmes à obtenir un revenu propre en tissant ce vêtement directement dans leur maison. Sur le plan politique, le président Sankara dénonce des responsabilités humaines dans l'avancée du désert. En avril 1985, le Conseil national révolutionnaire lance ainsi les 3 luttes que sont la fin des coupes de bois abusives et campagnes de sensibilisation concernant l'utilisation du gaz, la fin des feux de brousse et fin de la divagation des animaux. Le gouvernement mène des projets de barrages alors que des paysans construisent parfois eux-mêmes des retenues d'eau. Une journée du marché au masculin est instaurée pour sensibiliser au partage des tâches ménagères. Le président Sankara avance aussi l'idée d'un salaire vital, prélevé à la source d'une partie du salaire de l'époux pour le reverser à l'épouse. Il met fin à la dot et au lévirat, qu'il considère comme une marchandisation des femmes. Il met aussi un terme au mariage forcé en instaurant un âge légal, interdit l'excision et tenta de s'opposer à la prostitution et à la polygamie. Sur le plan politique, le président Sankara critique les injustices de la mondialisation, du système financier, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, du poids de la dette des pays du tiers-monde. Le Burkina Faso ne contracte ainsi plus de prêts avec le FMI dont il rejette les conditions. Pendant le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine OUA à Addis Ababa en Éthiopie en 1987, le président Sankara fait un discours mémorable dans lequel il conteste la légitimité de la dette de son pays et appelle à une action collective des pays africains contre cette dette. Je vous invite de ce pas à suivre l'extrait de l'un des discours les plus populaires de Thomas Sankara, prononcé lors de ce sommet à Addis Abeba en 1987. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers
à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique, mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris,
clubs de partout. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100, et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres, en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club parti d'Addis Abeba devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous parle de dignité. Nous ne pouvons pas accepter que l'on nous parle de mérite de ceux qui payent et de perte de confiance vis-à-vis de ceux qui ne paieraient pas. Nous devons au contraire dire que c'est normal aujourd'hui. Nous devons au contraire reconnaître que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, ne commet qu'un larcin ou une peccadille, tout juste pour survivre par nécessité. Les riches, ce sont eux qui volent le fisc, les douanes et qui exploitent le peuple. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Toujours sur le plan international, le président Sankara définit son programme comme anti-impérialiste. À cet égard, la France devient la cible principale de la rhétorique révolutionnaire. Ces attaques culminent avec le déplacement de François Mitterrand au Burkina Faso en novembre 1986, au cours duquel Thomas Sankara critique violemment la politique de la France pour avoir reçu Peter Botha, le premier ministre de l'Afrique du Sud, et Jonas Savimbi, le chef de l'UNITA en Angola, l'un et l'autre couverts de sang des pieds jusqu'à la tête. Fin des stations. L'aide économique française est réduite de 80% entre 1983 et 1985 au Faso. Thomas Sankara se rapproche de plusieurs pays du bloc socialiste. En octobre 1986, peu avant le sommet Gorbatchev-Reagan à Reykjavik, il se rend pour une semaine en URSS, mais aussi à Cuba du 25 septembre au 1er octobre 1984, puis une seconde fois au mois de novembre 1986. Un programme de coopération avec le Cuba est mis sur pied. Après avoir rencontré Fidel Castro, Thomas Sankara envoie, à partir de septembre 1986, des jeunes burkinabés à Cuba afin qu'ils suivent une formation professionnelle et participent à leur retour au développement du pays.
Dénonçant le soutien des États-Unis à Israël et à l'Afrique du Sud, il appelle les pays africains à boycotter les Jeux olympiques d'été de 1984 à Los Angeles. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, il dénonce également l'invasion de la Grenade par les États-Unis qui réplique en mettant en place des sanctions commerciales contre le Burkina Faso. Sur le plan international, le président Sankara demande la fin du droit de veto accordé aux grandes puissances aux Nations unies. Au nom du droit des peuples à la souveraineté, il soutient les revendications nationales du Sahara occidental et de la Palestine, les sandinistes nicaraguayens ou encore l'ANC de l'Afrique du Sud. S'il entretenait de bonnes relations avec les dirigeants ghanéens Jerry Rawlings et le président libyen Mohamed El Kadhafi, les dirigeants proches de la France comme Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Moussa Traoré au Mali, Hassan II au Maroc, pour ne citer que cela, lui sont particulièrement hostiles. Malheureusement, le 15 octobre 1987, le président Sankara fut assassiné avec 12 autres membres dans son palais pendant une réunion de son cabinet. Son compagnon Blaise Compaoré est l'un des investigateurs de cet assassinat. C'est ainsi que le 6 avril 2022, il a été reconnu coupable d'avoir commandité le meurtre de Sankara. Et ainsi, Blaise Compaoré fut condamné par contumace à la prison à perpétuité, malgré le fait qu'il se trouve jusqu'à présent en terre ivoirienne. Gilbert Diendéré est condamné aussi au même sort que Blaise Compaoré. En outre, l'action de la France, la main de la France est sans doute impliquée dans cette affaire, car Thomas Sankara était devenu gênant du fait de sa lutte contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme et contre la France-Afrique. Monsieur Jacques Faucard, conseiller du Premier ministre Jacques Chirac de l'époque, au moment des faits, était considéré comme le monsieur Afrique du gouvernement et serait sans doute l'un des commanditaires de cet assassinat. Le président Sankara, en seulement 4 ans de règne à la tête du Burkina Faso, a marqué la jeunesse africaine et internationale et son nom restera à jamais gravé dans les annales historiques et politiques de l'Afrique. Thomas Sankara est parfois considéré comme le Che Guevara africain. Au Burkina Faso, une multitude de partis et de mouvements de la société civile se réclament de lui. Il est parfois surnommé le président des enfants ou le président des pauvres. Thomas Sankara était marié à Mariam Sermé Sankara et ils ont eu 2 enfants, Philippe et Auguste Sankara. Sankara a été proclamé modèle par la jeunesse africaine au Forum social africain de Bamako en 2006 et au Forum social mondial de Nairobi en 2007. Le 2 octobre 2016, un mémorial dédié à Thomas Sankara est inauguré sur le lieu de son assassinat. En octobre 2023, le gouvernement burkinabé de Ibrahim Traoré élève Sankara au rang de héros de la nation.
Le mémorial Thomas Sankara est devenu un site touristique et de pèlerinage à Ouagadougou. Il est bâti sur le lieu symbolique du siège du Conseil de l'Entente où a eu lieu l'assassinat de Thomas Sankara. En février 2023, Thomas Sankara et les 12 autres personnes assassinées en octobre 1987 ont été inhumées derrière la statue du mémorial. L'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le fantocisme, le voleur, les paresseux, les détourneurs, les magouilleurs. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et comme le disait le camarade Samora Machel du Mozambique, a luta continua, la lutte continue. Merci camarade, président, capitaine Noël Isidore Thomas Sankara. Eh bien, nous sommes arrivés au thème de cette émission. Que de légendes, l'Afrique regorge. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci à vous, amis, sympathisants, amoureux de l'Afrique des légendes. Alors, merci à vous tous qui nous suivez de partout le monde. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à la prochaine sur le programme Africa God Legend, Légendes d'Afrique. Nous vous invitons de ce pas à partager, liker la vidéo et n'hésitez pas de laisser les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez ou alors d'autres leaders dont vous voulez qu'on présente ici. Merci à vous, soyez bénis, Afrique des légendes.